Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Donc nous recevons Hélène Rossineau. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors c'est vrai que dans son dernier livre, Revivre malgré la douleur, Hélène colle parfaitement au sujet de cette édition des Idées mènent le monde, Renaître. Je l'ai fait exprès. Oui. Et le titre d'ailleurs de notre intervention, de votre intervention, c'est Aider à renaître. Alors, on va commencer peut-être par parler de vous, Hélène. Comme vous le dites, vous êtes médecin, patiente, aidante et femme. Mais dans ce livre, vous avez parlé pour la première fois de votre maladie, la spondylarthrite ankylosante. Je l'ai dit sans bafouiller. C'est parfait. Et comment vous avez fait pour passer le pas de passer de médecin qui écrit, d'aidante qui écrit, à patiente qui écrit? Vous avez un mot, j'ai longtemps écouté la douleur des autres sans oser parler de la mienne. Et là, vous avez passé le pas. Alors, pour être honnête, déjà, bonjour à toutes et à tous. J'ai eu beaucoup de mal à passer ce pas. L'idée du livre est née d'une dispute avec un de mes meilleurs amis. J'avais pas du tout prévu d'écrire de livre sur la douleur, et encore moins d'écrire un livre où je parlerais de moi dedans. Mais j'étais en pleine crise, je devais aller travailler, je l'avais au téléphone, et il m'a dit... Une parole malheureuse. Oui, tu prends quand même vraiment beaucoup de médicaments, il faut faire attention. Et je lui dis, oui, effectivement, j'en prends beaucoup. J'aimerais bien en prendre moins. Et il a rajouté derrière, c'est un peu l'antalgie de confort. Donc, tu as essayé la méditation? Donc ça, Alors. juste, je fais une petite parenthèse. Oui. Ce passage-là, vous le retrouvez dans le livre parce que Hélène parle, elle prend des exemples d'autres patients, mais elle raconte vraiment cet épisode. Je vous laisse et c'est très bien écrit dans le livre. C'est gentil. Il faut dire qu'il m'a marqué cet épisode. C'est pas tous les jours qu'on s'engueule avec un ami qui vous demande si votre antalgie n'est pas de l'antalgie de confort avec une maladie auto-immune que vous avez depuis 15 ans. Je lui ai raccroché au nez. J'étais dans un taxi. Il avait de la chance. Techniquement, il n'était pas avec moi. On était au téléphone. Mais sur le moment, mon premier réflexe a été de me dire, s'il avait été là et que j'avais écrit un bouquin sur le sujet, je pense que le bouquin aurait valsé. Et juste derrière, je me suis dit, il faudrait peut-être écrire un bouquin sur le sujet. Il n'y a peut-être pas de bouquin sur le sujet. Et je suis allée travailler et je suis revenue. Et j'ai regardé un peu sur Internet. Je me suis rendu compte que, comme sur mon premier sujet, les aidants, à l'origine, il n'y avait rien quasiment sur la douleur. Et donc, je suis allée voir mon éditrice et je lui ai dit, écoute, je voudrais te proposer un sujet un peu différent. Et elle m'a dit, tu te sens de parler de toi? Je dis, oui. Pas de problème. Et donc, je commence à écrire. Normalement, j'écris mes livres assez vite. Et là, je devais, parce que j'avais une mission au milieu, écrire sur janvier, février et mai et début juin. Mais comment vous avez justement enlevé ce masque de la douleur je vais vous expliquer, parce que en janvier-février, j'avais fait quasiment les 3/4 du livre. J'étais ravie. Je m'étais dit, t'es en avance sur le timing, c'est fantastique. Je suis partie à la mission, je suis revenue et j'ai relu ce que j'ai écrit. J'étais nulle part. Je m'étais oubliée. J'étais retombée dans l'écueil d'avoir écrit quelque chose comme médecin, comme experte. Et visiblement, inconsciemment, c'était tellement compliqué d'oser changer de prisme, entre guillemets. De position, que j'ai dû supprimer la moitié de ce que j'avais écrit et recommencer. Autant vous dire que mon éditrice, à un mois de la deadline, n'était pas ravie. Mais entre-temps, j'avais eu le temps de réfléchir un petit peu et je me suis rendu compte que, à force de parler d'humain, parfois on a l'air de donneur de leçons. Dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Et que quand les gens se rendent compte qu'en fait on comprend ce qu'ils vivent, c'est plus facile. Et surtout, je passe mon temps à dire aux aidants, il faut oser parler, il faut libérer la parole. Et je me suis dit, t'es quand même sacrément hypocrite si t'es pas capable, toi, de raconter ce que tu vis. Alors le livre n'est pas que sur moi, mais... Oui, je fais une autre parenthèse. Dans le livre, Hélène Rossineau ne parle pas que d'elle-même, mais c'est vrai que les premières pages où vous introduisez votre propos, où vous dites « ça y est, voici la femme qui s'ouvre », c'est moi. C'est vous. Et c'est très important. Et après, vous prenez d'autres cas, mais qui
témoignent d'une même réalité. Mais ce premier pas, là, de vous raconter aussi comment le diagnostic a eu du mal et a pris beaucoup de temps pour mettre un mot, Oui. même 2 mots, sur votre maladie. Ah oui, et alors visiblement être médecin, ça n'aide pas du tout. Puisque j'ai eu mes premiers symptômes à 15 ans et que j'ai été diagnostiquée à 29. Donc, oui, c'est long, mais dans les maladies chroniques et dans les douleurs chroniques, c'est très courant que ça prenne autant de temps. Alors à 15 ans, le premier médecin que j'ai vu, en 5 minutes, m'a dit que j'avais une fibromyalgie, qu'on ne pouvait rien faire, et que donc il fallait que je revienne dans quelques années. Bon, j'étais pas extrêmement convaincue, mais je suis du coup, puisque je suis originaire de Nancy, allée voir un grand ponte parisien, parce que dans l'imaginaire, à cette époque-là, je m'étais dit que peut-être à Paris, il saurait régler le problème. Très mauvaise idée. Le médecin nancéen m'avait mis des orthèses, donc des sortes de plâtres sur les mains, parce que ça avait commencé par les mains. Quand je suis arrivée chez le ponte parisien, il m'a regardé avec un mépris phénoménal. Il m'a dit « Vous pouvez les laisser à la poubelle, ça sert strictement à rien. Je ne sais pas ce que vous avez, mais ça sert à rien. » Alors lui, je ne l'ai pas raccroché au nez, je suis partie en claquant la porte et ma mère a suivi juste derrière. J'avais 16 ans, j'avais déjà un peu de caractère. Déjà du caractère, oui. Mais j'appréciais pas du tout le manque de respect et d'humanité de ce type. Et on est resté pendant quelques années sans avoir la moindre idée de ce que ça pouvait être. À leur décharge à tous, j'en veux aux Parisiens. J'en veux pas aux Nancéens de s'être plantés, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui se plantent, mais au moins il avait vaguement essayé. Il avait juste pas le bon diagnostic. Mais la spondylarthrite, normalement, ça touche le dos. C'est des douleurs de dos et de hanches. Et moi, j'avais commencé par un truc un peu bizarre sur les poignets et les épaules. Donc bon. Et surtout, j'ai commencé à avoir mal au dos, mais en parallèle, en 2e année de médecine, j'avais voulu faire un spectacle caritatif qui incluait un numéro de French Cancan. Et du coup, j'ai eu une hernie discale juste derrière. Et donc, pendant de nombreuses années, j'ai attribué mon mal de dos à cette fichue hernie discale, qui, pauvre d'elle, devait faire 2 mm. Elle était microscopique, absolument pas assez pour que je sois dans l'état dans lequel j'étais. Mais quand on a une excuse, on ne va pas chercher plus loin. Et donc, il a fallu attendre longtemps, ma dernière année d'internat, pour que j'ai un moment digne de la littérature dans une baignoire. Mon petit eureka à moi, j'étais en cure à Saint-Malo pour mon dos. Et je m'ennuyais profondément au fond d'une baignoire âgée. Parce que je suis un tout petit peu hyperactive et que c'est très agréable pendant 5 minutes, les baignoires âgées dans le noir avec les petites lumières, là, mais c'était long. Et donc je m'étais dit, il faut quand même que tu trouves ce que tu as. Parce que là, ça commence à poser vraiment problème et tu commences à plus avoir d'explications médicales. Et donc j'ai réfléchi. Et je me suis rappelé d'un type que j'aimais beaucoup quand j'étais externe, donc toute jeune, quand j'avais 20 ans, qui était mon patron à l'époque à l'hôpital. Joli garçon comme tout. Donc j'avais fait très attention à ce qu'il me racontait et je me souvenais qu'il avait très mal au dos, tout le temps. Et dans ma fichue baignoire, je me suis dit, qu'est-ce qu'il avait déjà ce type ? C'était un nom bizarre. Et je me suis dit, spondylarthrite ankylosante, je crois que c'était ça. Et je me suis dit, tiens, c'était pas dans ta liste, ça. Qu'est-ce que c'est déjà ? Parce que la dernière fois que j'avais vu ça, c'était des années avant, pendant le concours de l'internat. J'avais plus aucun souvenir de ce que c'était. Quand la baignoire s'est enfin arrêtée, je suis sortie en peignoir. J'ai rallumé mon téléphone au milieu de la cure. Je me suis fait disputer par l'organisation immédiatement, parce qu'on n'est pas censé avoir ces téléphones dans la cure. Et trempée, j'ai commencé à taper sur Google spondylarthrite ankylosante et j'ai vu une liste de symptômes. Je les ai lus un par un. Et nous, on n'est pas diagnostiqué par une prise de sang ou quelque chose comme ça. C'est un nombre de critères qui donnent des points. Et c'est le score final qui dit si on l'a ou pas. Et j'ai beau pas être très bonne en calcul mental, j'ai commencé à faire 1, 2, 3, 4. Vous cochiez toutes les cases. Presque toutes, et sans imagerie et sans prise de sang, j'avais largement assez de points pour me diagnostiquer. Et du coup, je suis allée voir un rhumato quelques semaines plus tard en lui disant « Je crois que j'ai une spondylarthrite ankylosante ». C'était bien ça. Donc voilà, les baignoires, une fois de temps en temps. Alors, ce qui est, dans votre livre, vous racontez ce qui vous est arrivé, mais c'est vrai que ce livre touche aussi tous ceux qui ont été patients, ceux qui ont eu une maladie de Crohn, ceux qui ont eu une maladie infectieuse chronique de l'intestin, par exemple, se retrouveront parce que cette difficulté de mettre des mots sur une maladie et d'être ensuite pris au sérieux. Oui, on a beaucoup de points communs.
Et c'est marquant et c'est prégnant dans votre travail, ça. Oui, que ce soit les endométrioses, les arthroses, les polyarthrites rhumatoïdes, les spondylarthrites, les maladies de Crohn. Il y a une liste, les scléroses en plaques, de maladies qui font mal, qui sont longues et pour lesquelles on a un mal de chien déjà à être écouté, à être diagnostiqué encore plus, à ce qu'on nous croit. Parce qu'en particulier quand on est une femme, quand on dit qu'on a mal quelque part, souvent, on ne nous prend pas très au sérieux. En particulier, plus on dit qu'on a vraiment mal, plus on nous dit « Oh, mais t'es sûr ?» Alors, le mal de dos, on nous répond, moi aussi j'ai mal au dos. Oui, mais ton mal de dos n'enlève pas mon mal de dos, puis c'est pas forcément le même mal de dos. Mais les endométrioses, c'est la même chose. À combien de femmes on a dit, c'est normal, c'est des douleurs de règles, serre les dents, alors qu'en fait elles avaient le ventre rempli d'endométriose. La société a du mal à écouter, les médecins ont du mal à écouter aussi. Il y a tout un chapitre là-dessus sur Oui. votre livre. Mais aussi, il n'y a pas que les autres. Non. Ça passe aussi par s'écouter soi-même. Oui. Et je pense que c'est un chapitre important, c'est un tournant dans votre livre, quand vous dites qu'il faut accepter cette fragilité. Vous employez le terme, il faut se rendre pour se retrouver. Et pour reprendre le thème de votre intervention, c'est le premier pas pour renaître. Oui, parce qu'on est beaucoup à être dans le déni. On a beau avoir un diagnostic. Moi, je fais partie de ceux qui ont été soulagés d'avoir un diagnostic. Parce que j'avais fini par me demander si j'étais pas un peu dingue. À force qu'on nous dise que c'est peut-être dans la tête, il y a un moment où on finit par se dire mais finalement c'est peut-être quand même dans ma tête. Après tout, surtout ma maladie évolue par crise, donc il y a des moments où je vais bien. Et à ces moments-là, je me dis t'es sûr que t'es malade ? Bon, puis après, je me retrouve coincée au lit pendant plusieurs jours d'affilée avec de la morphine et je me dis oui, c'est vrai que ça c'est pas tout à fait normal non plus. Mais on a du mal à s'écouter et à parfois on a besoin de se convaincre que ce qu'on vit n'est pas normal parce qu'on s'y habitue en plus. Souvent on est malade depuis longtemps, donc c'est quelque chose du quotidien. Et donc à force de voir des gens qui n'y croient pas forcément, qui n'écoutent pas forcément, eh ben, j'ai envie de dire le meilleur critique ou le pire critique qu'on ait parfois, c'est soi-même. Et pendant longtemps, j'étais persuadée que j'avais juste été soulagée du diagnostic. Et d'ailleurs, dans la première version du bouquin, j'avais écrit que moi, j'avais été soulagée du diagnostic. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout. J'ai été soulagée pendant 2 heures parce que j'étais pas folle, que c'était pas dans ma tête et qu'il y avait bien quelque chose. Et puis après, j'ai réalisé que ça se guérissait pas, que les traitements étaient lourds et que, quitte à trouver quelque chose, j'aurais préféré qu'on trouve autre chose. Bon. Mais cette partie-là, je l'ai jamais dite à voix haute. Ce que j'ai fait, c'est que, en plus, comme j'étais médecin, j'ai rassuré ma famille immédiatement. Je suis allée chercher toutes les explications sur les traitements. J'ai tout expliqué. J'ai pris les choses très rationnellement. Jamais je n'ai fait le travail de me poser même une demi-heure pour me dire on vient quand même de t'annoncer un truc pas très drôle. Prends le temps d'y réfléchir. Ce travail, j'ai dû le faire 7 ans après en écrivant ce livre. Oui. Il m'a aidé à renaître un peu aussi. Oui, à apprivoiser aussi oui. ce corps étranger. C'est fort quand vous employez ce terme de corps étranger. En fait, j'ai appelé ça un corps étranger parce que pour les gens qui ne sont pas malades, le corps obéit. Très littéralement, vous voulez faire quelque chose, ça marche. Vous voulez vous brosser les dents, vous prenez la brosse à dents, vous vous brossez les dents, vous ne vous posez pas de questions. Vous voulez vous lever le matin, vous levez le matin. Vous voulez faire le lit, vous vous retournez, vous vous penchez en avant. En fait, moi, il y a des matins où ça va très bien et il y a des matins où je ne peux pas mettre mes chaussettes parce qu'il faut que je sois penchée en avant et que le sol, c'est loin. Et que mon dos, il n'obéit pas du tout. Il y a des gens avec, par exemple, des polyarthrites rhumatoïdes qui voudraient bien se brosser les dents, qui un jour peuvent et le lendemain ne peuvent pas fermer la main sur la brosse à dents. Et donc, je trouve que c'est ce que j'essayais d'exprimer, c'était cette idée que il y a une partie de la population qui ne réalise pas que l'autre partie de la population ne maîtrise pas en fait son corps comme elle le voudrait et que parfois on a l'impression d'être face à un outil qui fonctionne pas très bien et qui n'est pas vraiment nous, qui bloque alors que nous on voudrait avancer, qu'on voudrait aller plus loin. Mais c'est valable pour de nombreuses maladies que bien vous entendu. abordez Physique dans le cas de la mentale. maladie de Crohn ou des maladies chroniques de l'intestin. Un jour on mange normalement et puis à un moment ça marche plus. Ça marche plus, ça bloque et on est face à ce corps étranger qui n'obéit plus, tout à fait. Qui nous dit c'est moi qui commande. On l'a aussi dans les douleurs mentales dont je parle aussi dans le livre, dans les dépressions. Le corps techniquement fonctionne,
Mais c'est l'esprit, pour le coup, qui bloque. Et on a beaucoup de mal à expliquer aux gens que la personne puisse aller physiquement bien et que pour autant, elle soit strictement incapable de sortir de son lit. Que ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de... Ça ne marche pas. Techniquement, c'est... En fait, pour une partie de la population, vivre est une question de volonté. Et pour nous, c'est une négociation. Voilà. On négocie avec le corps ou l'esprit. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche moins bien. Voilà. Des fois, ils gagnent, des fois, c'est nous. Pour renaître, c'est aussi apprendre à se détester un peu moins chaque jour. Ça aussi, c'est un concept que vous pouvez défendre aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, c'est apprendre à détester un peu moins les limitations chaque jour. Parce que plus on lutte contre soi, en fait, plus on se stresse nous-mêmes. Le stress joue beaucoup. Ça ne veut pas dire que les douleurs sont dans la tête. Ça veut dire que c'est physiologique. Le stress, qui n'est pas forcément un stress mental, mais le stress, de manière générale, aggrave les choses. Et plus on va contre soi, plus on essaye de forcer, plus on essaye de prendre sur soi, en fait, et plus on aggrave les douleurs, plus le corps résiste en face. Alors qu'essayer de faire le travail et d'apprendre à sentir quand ça va commencer à bloquer. Je ne savais pas faire à l'époque. Moi, à l'époque, les crises me prenaient complètement par surprise. Je me retrouvais coincée du jour au lendemain, sans comprendre ce que j'avais pu faire pour en arriver là. Avec de l'expérience maintenant, je réalise que je peux les sentir arriver. Mais pour ça, ça nécessite d'écouter le corps, d'écouter les signes qu'il peut envoyer, de refuser parfois des invitations le soir, pas parce que j'ai mal, mais parce que je sens que ça risque de faire basculer quelque chose. Et ça, quand on est en lutte permanente contre soi, on ne peut pas avoir l'état d'esprit pour le faire. Donc, apprendre à se détester moins, apprendre à moins lutter contre soi, c'est en fait apprendre à se donner les outils pour gérer la pathologie au quotidien. Et apprendre aussi à s'aimer soi-même, qui est au cœur pour vous du chemin pour renaître. Oui, si vous saviez, alors en particulier dans les relations vis-à-vis des autres, si vous saviez le nombre de témoignages que j'ai eu pendant que j'écrivais le bouquin, où j'étais horrifiée, de femmes en particulier, qui me disaient j'habite dans une maison, mon mari habite à l'étage et moi au rez-de-chaussée, parce qu'il n'a pas envie de voir quand j'ai des crises, ça le dérange. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je me disais, essaye de ne pas écrire divorce, essaye de te trouver une phrase, sois diplomate, tu ne peux pas écrire ça directement. Je le pensais très fort, hein, soyons très honnêtes. J'étais persuadée, quand je l'ai lu la première fois, que je ne le lirais qu'une seule fois. À la 5e fois en un mois, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui vivaient sur 2 étages séparés. À la 5e fois, j'ai commencé à écrire divorcé, parce que j'ai perdu ma patience. Dans le livre, on les retrouve. Mais oui, on les retrouve. C'est glaçant quand même. Et j'ai reçu un message il y a quelques jours d'une dame qui avait lu le livre et qui s'était reconnue. Alors, elle habite dans le même appartement. C'est un appart, donc il n'y a pas 2 étages. Mais elle me dit, j'ai essayé de faire lire le livre à mon compagnon, il n'a pas voulu comprendre non plus, mais moi j'ai compris par contre que là j'étais en crise et que donc c'était pas le moment de partir, mais que dès que j'irais un tout petit peu mieux, il faudrait que je parte, parce qu'en fait je mérite mieux que quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas à ma douleur. Et quand on a mal, nous on voit nos limitations, et donc nous on voit l'impact qu'on a sur la vie des autres autour. Et donc on a tendance parfois à considérer qu'on est un peu déboulé et qu'on est déjà bien chanceux si quelqu'un veut bien rester avec nous. Oui, mais alors qu'en fait, vous lancez un appel à la résistance un peu contre certains regards, un peu contre certaines injonctions de la société. Surtout un peu contre cet état d'esprit qui consiste à dire je mérite pas mieux. Parce que j'ai quelque chose de compliqué et que voilà, je suis peut-être un fardeau pour l'autre et que donc si on me tolère, c'est déjà bien. En vrai, tout le monde a des défauts, hein. Moi, j'ai peut-être un dos complètement foireux, mais il y a des gens qui sont complètement stupides. Chacun ses défauts, chacun ses problèmes. Non, mais c'est tout bête, mais si on arrête de voir juste les limitations et qu'on se concentre sur ce qu'on peut apporter aussi, ça permet de mieux vivre et surtout, ça permet de moins de mettre de barrières avec les autres. Mais les autres sont aussi un chemin pour renaître, et c'est tout un des chapitres du livre. Vous parlez de ceux qui accompagnent sans mode d'emploi, et vous revenez sur un terrain que vous connaissez bien, c'est le rôle de l'aidant, mais avec une vraie écoute. Oui. Alors, être aidant, pour ceux qui ne connaissent pas le mot juste... Oui, on va définir. Oui, être aidant, c'est simplement être le proche de quelqu'un de malade, d'âgé ou d'handicapé.
Donc globalement, tous les gens de ma vie qui m'approchent peuvent être mes aidants à un moment ou à un autre, pas tout le temps, seulement en crise. Mais c'est le cas dans toutes les pathologies. C'est les conjoints, c'est les enfants, c'est les amis, parfois c'est les voisins. Et c'est vrai que les pauvres, parfois, on les laisse quand même sans mode d'emploi. Alors quand ils découvrent la maladie en même temps que nous, on est 2 sans mode d'emploi, donc on improvise. À 2 ou à plusieurs, si c'est la famille entière qui s'y met. C'est plus difficile quand on a la maladie depuis longtemps et qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans sa vie. Parce que nous, on sait comment on fonctionne, eux, ils ne savent pas. Qu'il y a certaines personnalités qui veulent essayer de résoudre les problèmes, comme cet ami avec qui je m'engueulais. J'avais compris que ça partait d'une bonne intention. Bon. Ça part peut-être d'une méconnaissance, tout simplement. Oui, et d'un manque d'écoute aussi, très clairement. Bon, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire. Je suis mauvais en avocat de l'ami. Mais... Non, je cherche ma diplomatie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, honnêtement, lui, il avait exagéré. Mais on a plein de proches qui essayent de faire de leur mieux et surtout qui ne pensent pas être capables de faire plus. Moi, je pense à un proche en particulier qui, pendant des mois, a voulu aider au maximum et qui était très dépourvu. Parce qu'il n'arrivait pas à faire baisser la douleur pendant les crises. Mais sauf que je lui ai expliqué, je lui ai fait lire le manuscrit avant qu'il sorte. Non, mais il faut bien que ça serve hein, de l'avoir écrit. C'est que si j'avais trouvé comment on faisait baisser la douleur pendant les crises, je le ferais. C'était pas du tout ça que j'attendais de lui. Que par contre, le fait de pouvoir l'appeler quand j'avais mal, le fait qu'il puisse être physiquement présent, le fait que peut-être qu'on se mette sur un canapé, qu'il me donne une bouillotte, qu'il aille chercher les médicaments et qu'on regarde un film ensemble, même si j'avais mal, mais pour me distraire, que j'ai une épaule sur laquelle me reposer. Mais ça, c'était 15 fois plus important parce que honnêtement, la morphine marche bien pour la douleur. Mais par contre, pour le sentiment d'isolement, de solitude, etc. qu'il y a autour, rien ne vaut la présence de quelqu'un. Et donc, essayer de les accompagner à se rendre compte qu'on n'attend pas des solutions pratiques, mais qu'on attend qu'ils aient envie d'être avec nous, d'être présents pour nous. Une vraie présence. Exactement. Vous employez le terme. Il y a beaucoup de gens qui sont là, dans la pièce, qui ne sont pas présents. S'il est sur le canapé, mais sur son téléphone et qu'il se fiche complètement de si vous avez mal à côté, ça compte pas. Voilà, c'est dans leur tête parfois ça compte, mais ça compte pas. Mais apprendre à être vraiment présent pour l'autre, en particulier quand il y a une douleur importante, ça change tout. Et pour être très honnête, c'est le fait d'avoir découvert ça pendant l'écriture du bouquin qui a changé une partie de l'écriture de mon bouquin. J'ai eu de la chance, le timing était bon. J'ai trouvé quelqu'un qui avait envie d'apprendre pendant que j'étais en train d'écrire le mode d'emploi. Donc, ce n'est pas simple. Alors, autour, dans cette salle, il y a sûrement des personnes qui seront, mais je pense qu'on sera tous amenés à être l'aidant de quelqu'un d'autre. Oui. Quels sont les conseils que l'on peut donner pratiquement? On les trouve dans le livre, mais on va avoir le digest. Il y en a plein. Déjà, on se sent quasiment toujours coupable quand on essaye d'aider quelqu'un, parce qu'on est persuadé que c'est jamais assez bien. C'est la même chose avec la personne dont je citais l'exemple là. On essaye toujours de faire plus, toujours de faire mieux. C'est normal, hein. On aime la personne, donc on veut que ça se passe le mieux possible. On n'a pas envie de la voir souffrir. Rien n'est jamais parfait. On a un système de santé à l'heure actuelle qui, lui aussi, n'est pas en très très bon état. Voilà. Vous avez des mots durs pour le système de santé? Oui, pour le système de santé. Disons que... Si. Ou envers certains membres du système de santé. Oui, c'est plutôt ça. Le système de santé mériterait d'être complètement réorganisé. Certains membres du système de santé mériteraient d'apprendre l'empathie. Oui, moi j'ai eu le cas récemment. J'ai eu le cas d'un chirurgien qui parlait à son patient à la 3e personne du singulier. Il va bien, monsieur? Il va rentrer chez lui, monsieur? Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que cette personne, c'était mon père et qui allait décéder 15 jours après. Et c'est pour ça que cette émotion-là, je l'ai retrouvée dans votre livre. Et moi, j'ai un chirurgien qui m'a dit, quand je lui ai dit « l'anesthésie n'a pas marché, je sens, ça fait mal, arrêter », il m'a dit « ah non, c'est pas possible ». Ah bah si. Il m'a dit « mais non ».
Ce sont les pages les plus tragicomiques du livre. Non, mais et il a fallu que j'entende globalement, elle nous emmerde, c'est là, vous n'avez pas un masque pour lui mettre un coup d'anesthésie? Ah ben si, mettez un coup d'anesthésie, ça ira très bien, ça. Pour une fois, on est d'accord, pas d'accord sur le fond, mais d'accord sur la forme, envoyez l'anesthésie, comme ça je ne sentirai plus rien. Il y a des gens qui ne se remettent absolument pas en question, qui sont persuadés que leur vérité est la vérité. Ça me désespère. Faut dire que honnêtement, alors il y a des gens qui naturellement sont empathiques. Bon, il y a des gens qui n'y sont pas, mais ça peut s'apprendre. Le truc, c'est que les études de médecine apprennent beaucoup de choses, mais pas ça. La communication, on ne sait pas faire. Les annonces de mauvaises nouvelles, je m'en souviens encore du chapitre pour l'internat. Les seuls mots qui comptaient pour gagner des points, c'était porte fermée, boîte de mouchoirs sur le bureau, téléphone éteint. La méthode d'annonce, non. Par contre, les mouchoirs, oui, peut-être parce que le patient allait pleurer, parce que le médecin avait une technique d'annonce tellement épouvantable qu'il fallait pouvoir rattraper le patient après. C'est assez catastrophique. Donc les médecins se débrouillent comme ils peuvent, certains improvisent bien, certains... Encore une fois, ma diplomatie. Disons que certains auraient des efforts à faire et que honnêtement, non seulement ça manque d'empathie, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur un patient. Déjà qu'on met du temps avant de trouver le bon spécialiste qui pourrait nous diagnostiquer correctement, quand il y en a un qui n'écoute pas ou qui ne croit pas, souvent parce qu'il ne sait pas, et qui, au lieu de dire « je ne sais pas ce que vous avez, mais je vous crois », on va chercher et on va bien finir par trouver, ce qui ferait un bien fou à la majorité des patients, parce qu'on n'attend pas forcément un miracle. On est souvent conscient que ça prend du temps de diagnostiquer des trucs qui sont compliqués. On n'arrive pas avec une grippe. On arrive avec en général une liste de symptômes qui partent un peu dans tous les sens. Donc, moi, je peux concevoir que le médecin il ne trouve pas en 30 secondes. Mais ce que je ne conçois pas, c'est qu'ils me disent oh, bah, ça ira mieux si vous perdez 5 kilos. Alors, j'ai rien contre le fait de perdre 5 kilos. Honnêtement, ça m'a été utile. J'ai perdu les 5 kilos. Mais j'avais toujours mal au dos avant et après. Et en attendant de perdre les 5 kilos, ça ne se perd pas en une semaine non plus, qu'est-ce que j'étais censée faire? C'est la même chose quand on vous dit c'est le stress, il faut réduire le stress. Certes. D'ailleurs, ça aidera pour les 5 kilos. Mais en attendant, j'ai toujours mal au dos. On fait quoi? Rien. Et la réponse est souvent rien. C'est commencez pas. Donc, il y a beaucoup de patients qui sont perdus à cause de ça. Et de proches aussi. Alors, on va revenir aux aidants et au doute, puisqu'on parlait du doute qui manque parfois chez certains médecins, mais les aidants ont souvent le doute. Et oui, alors, moi j'ai eu de la chance, mes proches n'ont jamais douté du fait que j'avais mal. Ça, c'est un privilège énorme. Plus j'ai parlé avec des patients, plus je me suis rendu compte que c'était très, 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 très loin d'être le cas partout. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si, à l'époque, quand j'étais toute jeune, ma mère ne m'avait pas soutenue, ou mon frère. Mais j'ai vu des patientes, une en particulier dont je raconte le cas dans le livre, qui avait une endométriose. Et après des années à se battre pour essayer d'être diagnostiquée, elle allait enfin avoir les résultats de son IRM. Donc elle allait chez la gynéco pour avoir ses résultats. Et elle a emmené sa mère qui n'avait jamais cru qu'elle avait quelque chose de sérieux. La gynéco annonce effectivement l'endométriose. La gamine se tourne, parce qu'elle devait avoir, je ne sais plus, 22, 23 ans. Elle se tourne vers sa mère en lui disant « T'as vu, j'ai bien une endométriose ?» Et sa mère lui répond « Oui, bah moi j'ai eu un cancer, c'est quand même pas la fin du monde non plus, ton endométriose. » Voilà. Donc, le doute des proches, ça peut être extrêmement compliqué à vivre, parce que déjà que parfois on doute de nous, et que les médecins parfois doutent de nous, mais si ceux qu'on aime, les plus proches d'entre nous, ne sont pas convaincus non plus, l'estime de soi peut en prendre un coup, et le temps pour arriver à un diagnostic aussi, parce que si plus personne ne vous croit, vous osez moins aller consulter, vous osez moins chercher ce que vous avez. Il y a aussi le doute de l'aidant, mais le doute sur son action d'aidant, c'est comment faire. Et aider, vous l'écrivez, aider, ça s'apprend. Aider, ça s'apprend, et être aidé, ça s'apprend. Ça s'apprend en binôme. Mais pour ça, ça nécessite de communiquer.
Et le truc, c'est que quand on aide et quand on est aidé, souvent on en parle très peu. Parce que pour les aidants, ça paraît naturel. Parfois, on a peur de mal faire, mais on n'a pas particulièrement envie de se plaindre non plus que la situation soit compliquée. Parce qu'il y a un patient à côté, on se dit toujours, ben, lui, il souffre. Bon, ok, moi, c'est casse-pied, mais c'est pas si grave que ça. Pour l'anecdote, j'ai un petit frère qui est autiste à côté. Donc, je fais les trois. Et c'est vrai que longtemps, j'ai été persuadée que j'étais juste la grande sœur, un peu protectrice, qui donnait un coup de main. Je ne m'étais pas vue comme l'aidante parce que ça me paraissait être évident. Donc, en bon médecin sûr de lui, parce qu'on a aussi les défauts de sa profession, j'étais persuadée que je n'avais pas du tout besoin d'apprendre à l'aider, vu que je connaissais mal, parce qu'en fait, l'autisme, on ne maîtrise pas du tout en médecine. Mais pareil, le manque de remise en question, on apprend, c'est un chemin, personne n'est parfait. J'avais jamais cherché à me renseigner sur comment l'aider, ça me paraissait évident, j'étais là, j'étais sa sœur. Bon. Et en fait, il y a plein de choses que je faisais vraiment mal. Et j'ai appris au fur et à mesure en écrivant mes bouquins. Les bouquins, ça sert aux autres, mais en fait, ça sert à l'auteur aussi, en passant. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais pas vraiment tout bien et que je faisais les choses en fonction de ce que j'imaginais être bien et pas de ce dont il avait besoin, lui, parce qu'on n'en avait jamais discuté. Et de la même manière, moi, en tant que patiente, il y a plein de fois où j'ai essayé d'imposer. Je disais, ben voilà, j'ai besoin de ça, faites ça, etc. Je me suis jamais demandé si mes proches étaient disponibles, s'ils avaient envie de faire ça, s'ils pouvaient faire ça. Il y a beaucoup de patients qui réagissent comme ça. Et en fait, une vraie relation aidant-aidé, c'est avant tout une vraie relation humaine où on parle. Mais c'est pas facile. Oui, parce qu'il faut apprendre aussi à se laisser approcher parfois. Parfois, on a mis une barrière. On met souvent une barrière. Parce que apprendre à se laisser aider, c'est apprendre à se montrer tel qu'on est. Et à la limite, avec nos parents, bon, ils nous ont vus dans à peu près tous les états possibles et imaginables. C'est parfois plus facile de se montrer vulnérable. Mais quand c'est nos enfants ou quand c'est nos conjoints, on n'a pas forcément envie de montrer un corps qui a mal, un corps qui va pas bien. On n'a pas forcément envie. Moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai une amie qui a une spondylarthrite ankylosante aussi et qui, pendant ses crises, ne peut pas rentrer dans sa douche. On n'a pas forcément envie de demander à nos maris ou à nos conjoints j'ai besoin que tu m'aides à me doucher, par exemple. C'est la même chose quand c'est une maman. J'y pense, une famille monoparentale qui avait besoin que ce soit sa fille, parfois, qui lui donne une douche, parce qu'elle n'arrivait pas à tenir le pommeau de douche ou le gant de toilette elle-même. Il y avait une honte immense de son côté. Elle n'avait pas d'autres moyens de faire les choses, mais ça demande un effort énorme de montrer un corps qui souffre, même aux gens qui sont les plus proches de nous. Parce que je trouve que la souffrance, c'est plus intime encore, quasiment, en tout cas vis-à-vis du conjoint, que la nudité pour la sexualité. Parce que la sexualité, on la choisit. La souffrance, on ne la choisit pas. Elle nous tombe dessus. Et je pense que c'est la plus grande vulnérabilité qu'on puisse se partager avec l'autre. Mais par contre, ça crée une intimité qu'on ne trouvera dans aucune autre situation. Donc on l'a vu, aider à renaître dans le rapport à soi, aider à renaître dans le rapport à ses proches, mais il y a aussi aider à renaître dans la société. Et vous dites clairement, notre société inflige aux patients qui ont mal l'ignoble hiérarchie de la douleur. Oui. C'est quoi cette ignoble? Alors je le sais parce que j'ai lu le livre. Tout le monde ne le sait peut-être pas, cette ignoble hiérarchie de la douleur. Alors, j'ai longtemps hésité à l'écrire, ce chapitre, parce que je voulais blesser personne. Et j'ai longtemps cherché l'angle. Parce que il y a des pathologies... Il est tranchant, l'angle, quand même. Oui, oui. Mais il a été réécrit au moins 5 fois. Vous n'avez pas vu la première version. Encore, je ne suis pas la personne la plus diplomate de la planète. Donc, mes premiers chapitres sont souvent plus... Bon. Mais là, c'était important de faire attention vraiment à ce qui était dit, parce que le but n'est pas d'attaquer quelques patients que ce soit. C'est que le regard de la société, on a la compassion sélective. Il y a des pathologies pour lesquelles on va immédiatement compatir, et c'est souvent les pathologies qui nous font peur, pour nous, parce qu'on est quand même tous un peu égoïstes. Les pathologies comme la maladie de Charcot ou les cancers, c'est des maladies sur lesquelles tout le monde compatit immédiatement. Les pathologies chroniques, ça intéresse quasiment personne. Il y a des pathologies qui sont valorisées
l'anorexie, en particulier en ce moment, qui est une pathologie grave. On la voit partout, sur tous les magazines. On cache toute la partie moins glamour, certes, mais ça n'empêche que sociétalement, vous êtes maigre, c'est fantastique. Peu importe la manière dont vous êtes arrivé là. Même si vous avez une maladie de l'intestin, si elle vous fait maigrir, mais tant mieux, regardez comme les vêtements vous vont bien. Si vous avez une dépression et qu'elle vous empêche de sortir du lit, on vous considère comme un fainéant. Si vous avez une dépression et qu'elle vous empêche de manger, c'est magnifique. Regardez, vous êtes mince. Et je vois passer très régulièrement sur les réseaux sociaux une formulation qui m'a beaucoup fait réfléchir. Au début, elle m'a choquée. Et en fait, je me suis dit qu'on ne pouvait pas juger les patients qui disaient ça. La formulation est très violente. Mais il y a beaucoup de patients qui utilisent la phrase un cancer ou une maladie, c'est une peine de mort. Ça peut l'être en tout cas. Les maladies chroniques, c'est des peines à perpétuité. Première fois que j'ai vu cette phrase-là, je me suis dit « Ouh, c'est brutal ». Et c'est une balle perdue pour les patients qui ont un cancer qui n'avaient absolument pas demandé ça. Et le but n'est pas d'opposer les patients qui ont une maladie par rapport à une autre. Mais je comprenais un tout petit peu ce qu'il voulait dire, dans le sens où le problème, ce n'est pas les patients qui ont un cancer. Le problème, c'est que tous les autres patients ne sont pas accompagnés de la même manière. Et en fait, moi, j'ai rarement trouvé autant de soutien qu'auprès de gens qui avaient eu un cancer et qui étaient atterrés du manque de soutien fourni aux autres pathologies. Donc, notre société hiérarchise les malades. Il y en a qu'on prend pour des fous. Il y en a, alors les pathologies mentales, j'en parle même pas, d'ailleurs personne n'en parle, donc comme ça, moi. Il n'y a que Nicolas Demorand qui en avait parlé pendant que j'écrivais le bouquin, qui avait fait un magnifique livre. Et vous en Intérieur parlez, Nuit. et Oui. vous en parlez. Mais on ne parle jamais des pathologies mentales, et elles sont très mal vues. Dites à quelqu'un que vous êtes schizophrène, il va vous regarder bizarrement. Il n'y aura pas cette compassion. Dites à quelqu'un que vous avez une polyarthrite rhumatoïde, il ne saura pas ce que c'est, il vous dira je suis désolé pour toi, et il passera au sujet d'après. Voilà. Et plus vous montez, entre guillemets, parce que ce n'est pas des maladies qui font peur, plus vous montez dans les pathologies que les gens craignent, mais pour eux, qu'ils ne voudraient surtout pas avoir. En vrai, ils ne voudraient pas non plus avoir une polyarthrite rhumatoïde, ils savent juste pas ce que c'est. Et ils n'ont pas non plus envie d'être schizophrènes ou autre. Mais c'est juste que plus on va vers ce qui fait peur, plus la compassion est importante. Et ça laisse une grande partie des patients avec un sentiment complètement injuste d'être laissés pour compte et d'être invisibles, comme si eux ne méritaient pas un peu de soutien et un peu d'attention. Et donc, c'est nous qui l'imposons. Il faut changer le regard. Il faut changer le regard. Mais ça passe par le fait qu'on parle tous. Ça passe par le fait, et pourtant c'est difficile quand on est en plein dans la maladie, c'est pas le moment où on a envie de faire grève, c'est pas le moment où on a envie de se battre. Et pourtant, on n'a pas le choix si on veut changer les choses. Déjà parce que les maladies chroniques guérissent pas, techniquement. On ne peut pas dire qu'on va attendre après la guérison pour se battre, parce que ça ne sera pas extrêmement efficace. Mais si on ne parle pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est 23 millions en France à souffrir de douleurs chroniques. 23 millions, ça fait beaucoup, sur 66 millions d'habitants. Et en plus de ça, on peut rajouter à peu près 15 millions d'aidants, les proches qu'il y a autour. On est plus nombreux que tous les partis politiques ensemble. On est large. Et pourtant, chez nous, on ne dit jamais rien. Si nous, on ne décide pas de faire changer les choses, même si c'est fatigant et même si ça nous prend du temps, les choses ne bougeront pas. On ne peut pas compter sur les gens qui sont en pleine santé pour se dire d'un coup « Tiens, il faudrait peut-être aider les malades ». Ça ne marchera pas. Et c'est là que je suis un tout petit peu moins dure avec les professionnels de santé. Il faut quand même leur dire, je ne fais pas que leur taper. Oui, mais enfin, vous appelez quand même une révolution, la révolution des vulnérables. Oui, mais j'ai eu la gentillesse de les mettre dedans. Non, mais le livre n'est pas un livre anti-professionnel de santé. Non, pas du tout, vraiment. C'est parce que je le comprends aussi, les professionnels de santé n'ont pas le droit d'être malades non plus. Les professionnels de santé, pour le coup, les études sont épouvantables. La santé mentale des professionnels de santé est une catastrophe. Il y a des internes qui se suicident tout le temps. Personne n'en parle. Et en fait, on a fini par s'opposer les uns aux autres.
parce que chacun essaye de regrappiller des droits, chacun se sent invisible et donc s'oppose à l'autre. Les médecins s'opposent aux patients, les aidants s'opposent aux médecins, parfois aux patients aussi. En fait, on se tape tous dessus, et pendant ce temps-là, pendant qu'on est occupé à se taper dessus les uns les autres, notre système de santé part en cacahuète. Je pense que si on s'y mettait ensemble, qu'on arrêtait d'avoir une partie du système de santé sur un piédestal, qu'on parlait patients, aidants et professionnels ensemble pour voir comment on pouvait améliorer les choses, on aurait 15 fois plus de pouvoir que chacun dans son coin pour essayer de se battre pour telle pathologie, pour telle pathologie. Mais ça nécessite d'accepter de parler, que certains renoncent à leurs privilèges, que ceux qui n'ont pas forcément envie de le faire acceptent de partager ce qu'ils vivent aussi, parce que c'est un vrai effort que de le faire. Mais si on ne s'y met pas tous ensemble, ça ne marchera pas. C'était pour ça mon idée de la révolution des vulnérables. Parce qu'en fait, beaucoup de soignants se sentent invulnérables à tort. On est une des professions les plus vulnérables qui soient déjà, parce que c'est des professions qui sont difficiles, mais ensuite parce qu'on est en train de se faire avaler complètement par le système, et que plus nous on se fait avaler, plus les patients et les aidants se font derrière massacrer par le système. Donc en fait, il faut arrêter de penser qu'on est tous différents, on a tous le même problème. C'est juste qu'on le voit chacun avec son prisme. Et si ça a bien un avantage d'être à la fois un médecin, patiente et aidante, c'est que du coup j'ai vu tous les problèmes dans tous les sens. Et il y en a beaucoup. Et il y a des fois où, en tant qu'aidante, je suis furieuse aux médecins, envers les médecins. Il y a des fois, en tant que médecin, je me dis, ah là, le patient, quand même, il a fait n'importe quoi. Et il y a des fois, en tant que patiente, je me dis, non, mais là, les aidants, ils exagèrent. Ah, le médecin, c'était pas génial non plus. Et en fait, on tourne en rond. Et le problème, c'est pas les gens directement. C'est la manière dont on se fait monter les uns contre les autres par une organisation qui mériterait d'être retapée un tout petit peu. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Votre livre est avant tout quand même un message d'espoir. Ah bah oui. Ah bah je ne suis pas négative comme personne. Enfin, le livre n'est surtout pas négatif. Non, et c'était vraiment... mais d'ailleurs, il a bien changé. Parce que la toute première version du livre, celle que j'ai supprimée, enfin je l'ai supprimée, elle est sur mon bureau quelque part, mais disons que... J'aimerais bien la lire. Oh bah franchement, j'étais partie dans un essai philosophique où je comparais les différentes visions de la douleur de tous les philosophes qui existaient. Ça intéressera peut-être quelqu'un un jour, mais honnêtement, quand je l'ai relu, je me suis dit, oh, ça va pas du tout. Ça va aider personne, ou alors à dormir peut-être. Mais enfin, vu le nombre d'insomnies, si ça peut aider, je dois pouvoir en faire un livre audio ou quelque chose comme ça. Bon. Remboursé. Exactement. Mais c'est vrai que il n'était pas positif du tout, le livre, au début. Je l'avais appelé, ma V1, je l'avais appelé « J'ai mal, tu souffres ». C'était profond. Mais surtout, c'était noir. Ça montrait bien l'état d'esprit au moment où je m'attaquais au sujet. Et c'est vrai que d'avoir eu mars-avril au milieu, d'avoir pris le temps de réfléchir à l'impact que ça avait sur moi, travailler sur moi, pour le coup, j'ai jamais autant travaillé sur moi qu'en mars-avril, et de reprendre le livre et de me remettre dedans et de faire moi-même le chemin avec lequel je guide les lecteurs, disons que passer de « j'ai mal, tu souffres » à un « revivre malgré la douleur », ça montre quand même une évolution plus positive. Donc en fait, on a assez de négatifs comme ça. Hein. On est quand même tous assez négatifs de manière générale en tant que société. Je pense que les gens n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'il y a des problèmes et que ça ne va pas. Parce que ça, il suffit d'ouvrir BFM. Bah non, mais littéralement, il y a des problèmes partout, tout le temps, dans tous les domaines. Vous cherchez un problème, vous ouvrez un journal, il y en a un. Peu importe le sujet, littéralement, il n'y a que ça. Donc, en particulier quand on se sent vulnérable, on n'a pas besoin de 50 mauvaises nouvelles par-dessus. Et ce n'est pas un bouquin de gourou. Je ne me suis pas encore réinventée là-dessus. Ni de développement personnel. Ah non, enfin, disons que je me sens mieux maintenant, mais enfin, techniquement, ce n'était pas du développement personnel. Quoi qu'on peut considérer que j'ai développé une partie de ma personnalité, mais disons que non, ce n'est pas du développement personnel. L'idée, c'était juste de partager que ma maladie ne guérira pas et que ce n'était pas le but du bouquin. Vous ne trouverez pas des potions, des herbes, des machins, des conseils... Hélène Rossignol n'est pas Rika Zaraï.
Non, et je ne suis pas une youtubeuse qui va vous inventer des méthodes voilà, exceptionnelles. Mais quand j'ai vu le changement que ça avait eu sur moi, en fait, le titre, il m'est venu de là. Je me suis dit, mais entre janvier et fin juin, quand j'ai rendu mon manuscrit, mais j'étais plus du tout la même personne. Et j'ai eu l'impression d'avoir une deuxième chance. Parce que voilà, j'ai eu l'impression d'avoir réussi à accepter enfin ce que je vivais, à m'autoriser à avoir des vraies relations avec tous mes proches autour, à les intégrer à ce qui m'aide et à ce que je les aide. Et ça a tout changé pour moi. Et donc je me suis dit qu'on avait plutôt besoin de plus d'humains aujourd'hui que de moins, et que de potions magiques qui de toute façon ne marcheront pas. Merci beaucoup Hélène. Alors la personne qu'il va falloir réanimer, c'est la personne qui organise la gestion du planning sur cette salle. Il m'a l'air tout blanc. Je suis désolée. Mais il va nous pardonner. On a largement dépassé le temps. Simplement pour vous rappeler que revivre malgré la douleur, ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai appris ma maladie aux éditions Robert Laffont, il est en vente comme les autres ouvrages aidant ces invisibles, être présent pour ses parents, ma famille, mon job et moi, et prendre soin des aidants. Et dans la foulée, le docteur Hélène Rossineau fera une série de dédicaces. Oui, merci à tous. Jusqu'à 14h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup.